Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve depuis un terrain inconnu. Disons, vous nous voyez rarement. Je suis en France, au sud-est. Je suis venu participer à une rencontre à Perpignan le week-end dernier et je suis resté quelques jours. Je vais rester quelques jours. Donc, bienvenue, bienvenue en France. Bienvenue en France. Ici, on est encore en France. On n'est pas dans une annexe de la Ligue arabe ou de l'Union africaine ou de je ne sais quel État, province du Pakistan ou du Bengale. Bon, avec tous mes respects pour tous ces lieux ou ces entités que j'ai citées, mais vous conviendrez avec moi qu'elles ne sont pas françaises. Très bien, donc nous ne ferons pas une synthèse hebdomadaire, nous sommes mercredi, cette vidéo est tournée mercredi 8 mai, mais nous ferons une synthèse des derniers événements et pour essayer de faire, de rendre compte de la folie de notre époque et de garder espoir. Donc Perpignan, alors je vous parlerai donc de Perpignan, de l'affaire Zemmour en Corse, de l'affaire de la jeune Colombe, ou de la jeune ou moins jeune Colombe, je ne sais pas, mais perpignanaise. Je parlerai des splendeurs du maintien de l'ordre, du retour de la sécurité à Sevran, pardon. Je vous parlerai un peu du Brésil, des inondations, et enfin d'identité. Excusez-moi de n'utiliser que des gros mots. Bon, je vais semer ici et là des Bruno Le Maire, des Darmanin, des Macron pour rehausser le niveau de cette vidéo qui sera bientôt, bien sûr, ostracisée par les bien-pensants. D'abord, à Perpignan, j'ai participé au premier printemps de la liberté d'expression, à l'invitation d'André Bonnet, qui est l'adjoint à la mairie de Perpignan pour la culture, et de Françoise Claverie, qui est la présidente du Centre méditerranéen de littérature. Première rencontre du genre depuis longtemps entre des gens de droite comme de gauche ou non affiliés qui en ont marre de la censure, de l'autocensure et de la dictature des semi-éduqués. Parce que si seulement nous étions écrasés par des gens, par des équivalents de Rousseau ou de Voltaire, moi je m'écraserais volontiers. Si nous étions écrasés par des équivalents de Chateaubriand ou de Saint-Exupéry, si nous étions bâillonnés par des Albert Camus, voire même, vous pouvez baisser le niveau, par des Jean-Paul Sartre, j'accepterais à la limite d'être persécutés. Mais là, nous sommes persécutés par des gens qui ne savent pas lire un texte, ne savent pas interpréter un texte, qui ne parlent même plus le français, ils parlent une espèce de français facile, de français algorithme, hein, ils parlent en hashtag, hein, diversité, amour, inclusion, euh, Europe, bien sûr. Et nous sommes écrasés par des comptables qui se sont risqués dans le domaine de la littérature et de la pensée. Je n'ai rien contre les comptables, mais on dirait pour la comptabilité, l'écriture a été inventée à Sumer, mais on en est loin aujourd'hui. Il faut de la sensibilité quand même pour traiter certains thèmes. On peut être comptable et être sensible, mais ce n'est pas dans un livre de comptabilité qu'on trouve cette sensibilité-là. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons des incultes qui ont passé des concours, qui ont été dans des classes prépa, dans des lycées bourgeois, ou même pas, même qui n'ont même pas étudié, qui sont arrivés là par les réseaux de copinage familiaux et qui se risquent, enfin, qui nous donnent des leçons, alors qu'ils n'ont aucune espèce de pédigré, leur CV est vide, ils ont pas d'œuvre. Tous leurs conseils qu'ils ont donnés aux Français, qu'ils ont prodigués aux Français, se sont révélés des catastrophes. Ils se trompent systématiquement depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais ils sont toujours là à nous dominer. Eh bien, nous refusons. Enfin, je pense que tous ceux qui étaient à Perpignan ont refusé cette domination des cancres, des derniers de la classe. Voilà. Donc, il y avait M. Guénaud, il y avait M. Nolo, il y avait Onfray, il y avait d'autres personnes un peu moins connues. Il y avait Boualem Sansal, l'Algérien. Je l'aime bien, moi, Boualem Sansal. Il y avait d'autres personnes dont j'ai oublié le nom, je veux pas qu'elles ne m'en veuillent pas. Enfin, je ne veux pas citer tout le monde. Des romanciers. Alors, j'ai peur de citer des gens qui et leur porter préjudice aussi dans le monde merveilleux parce que assister à une journée dans une mairie RN, comment dirais-je, c'est comme avoir la lèpre. Donc, je ne vais pas les citer pour préserver leurs chances pour leur éviter la mort sociale. Voilà la France, voilà le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté.
Hein, tu te caches pour réfléchir, tu te caches pour penser. Vive la liberté! Vive la liberté! Vive l'Europe! Bon, donc, à Perpignan, il y a eu le cas Colombe aussi, une Française du peuple oublié. Je crois que monsieur Nolot, monsieur Onfray parle du peuple old school. Moi, j'aime pas l'anglais. Je n'ai rien contre l'anglais, mais je j'aime pas les anglicismes, j'essaie de les éviter. Je dirais le peuple oublié, le peuple refoulé. On le refoule comme on refoule une vieille mémé dans un EHPAD. Sauf que ce peuple n'est pas mort. Et c'est ce qui énerve nos chers influenceurs et notre élite décadente, c'est que le peuple n'est pas mort. Le peuple français n'est pas mort. Alors il est affamé, il mange mal, il va chez Lidl, chez Aldi, et il mange du simili foie gras, du simili Coca-Cola, du simili beurre, du lait, du l'ersatz. On est revenu aux ersatz, hein, rutabaga et tout ça. Bientôt, j'ai vu ce matin dans un petit patelin de l'Hérault que la carotte valait 2 €, 2,9 €, presque 3 € le kilo de carotte, mais on est poivron 4,5 €. Voilà, évidemment. Donc le peuple français refoulé va manger hein, bientôt de la gelée, des abats en mode enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce peuple est refoulé même au niveau de son ventre, il est refoulé vers les nourritures marginales, vers une tiers-mondisation. Voilà, ce peuple refoulé en voie de tiers-mondisation, humilié. Quand il ose sourire comme Colombe avec son sourire franc, sincère, quand il ose dire qu'il est vivant, donc qu'il a une conscience, donc il a une opinion, donc il ose dire qu'il va voter, eh bien, il est ostracisé, resto du cœur, voilà, il est exclu, tout ça, voilà. Bon, et il paraît que c'est eux les humanistes et que nous sommes les fascistes. Eh bien non, nous sommes les humanistes, ce sont des sadiques. Ceux qui méprisent Colombe, je les invite à faire leur autocritique et faire une thérapie collective. Parce que ils souffrent de sadisme, ils pratiquent le sadisme. On critique les racailles à juste titre parce qu'ils attaquent en meute des élèves et ils leur cassent la gueule à 5, à 10. Au sol, ils les frappent, ils leur donnent des coups de pied jusqu'à la mort. Que fait la gauche? Que font les médias? Que fait l'establishment? C'est la même chose. C'est plus délicat, bien sûr, parce qu'ils ont des armes plus développées qu'un abruti qui a 14 ou 15 ans. Mais c'est la même chose, c'est le même geste. C'est la destruction ils ont détruit cette colombe. Voilà. Que Dieu leur pardonne. J'espère que je ne parle pas trop près du micro pour pas le saturer. Zemmour en Corse. Alors là, encore une fois, on est face au pourrissement français, le pourrissement de ce beau pays. Je vais être très clair avec vous. Je soutiens Zemmour sur ce coup-là. Je ne sais pas si j'aurais fait pareil, j'en sais rien. On ne sait pas comment on réagit face au danger. Hein, mais la cabale qui est montée contre lui, c'est d'une mauvaise foi, mais c'est de la prostitution. Hein, c'est de la prostitution. C'est plus de. J'ai trop de respect pour les prostituées, même pour dire que c'est la prostitution. C'est vraiment, c'est très bas. Et je pense que dans la nouvelle France, que j'appelle de mes voeux, dans la France refondée, le métier de journaliste devrait être accessible par concours. Un concours avec un examen de moralité. Un concours sur les compétences. Il faut que les meilleurs soient journalistes. Les meilleurs d'entre nous, on ne peut plus envoyer à la profession de journaliste et à la profession d'éducateur, de prof, les pires d'entre nous. Les plus aigris, les moins brillants, les moins compétents, les moins nobles, au terme de noblesse de caractère. Ce n'est plus possible. Ce sont des professions trop pas importantes pour qu'on y envoie les derniers wagons d'une génération. Je suis désolé, il faut qu'il y ait un concours de journalistes. La carte de presse devrait être obtenue sur un concours qui vérifie les compétences intellectuelles et aussi sur une épreuve de moralité. De moralité. Alors je m'en fiche que le journaliste soit gay, bi, je m'en fiche, ça c'est pas important. Ça c'est pas la moralité. La moralité, c'est dire la vérité, bon sang. Le mensonge est interdit, devrait être interdit. La manipulation vile des faits, la cabale. Il faut que le type ait un bon caractère, une épreuve de caractère. Hein, et le terme m'échappe. On faisait ça à l'époque pour les flics et les juges. Hein, une vérification du caractère.
C'est important, c'est trop important. Ce sont des profs informés. On ne peut pas informer, on peut pas pisser dans l'eau pure et servir. On ne peut pas pisser dans le bac, dans le bassin d'eau potable qui nourrit le village. C'est ce que fait une grande partie de la profession. Une grande partie de la presse pisse, urine tous les jours dans le château d'eau qui alimente en eau potable les villes françaises. Ben, c'est normal que nous soyons tous intoxiqués. Voilà. Sevran, magnifique, magnifique résultat de place nette, hein. Chapeau, hein, merveilleux. Les trafiquants sont tellement intimidés que maintenant ils s'entretuent à balles réelles sous les yeux de la police et de la gendarmerie. Sous les yeux de la CRS 8 et des gendarmes mobiles. Bah écoutez, très bien, on n'arrête pas le progrès. La dissuasion, Monsieur Macron veut partager la dissuasion nucléaire avec les Allemands et les Européens parce qu'il croit que ça va dissuader les Russes. Il est en train de dire oui, il est en train de dire aux Russes, vous allez voir ce que vous allez voir. Je suis tellement dissuasif que les 27 vont se rallier à moi et on va mettre le parapluie nucléaire jusqu'aux limites de la Biélorussie. Donc, préparez-vous à être dissuadé, à être intimidé, à être impressionné par la force de la France. Mais je vois que cette dissuasion ne marche pas. Tu mets des CRS, des gendarmes mobiles, tu satures une ville, eh bien, la guerre continue. Eh bien, on a un problème de dissuasion. C'est un problème, au fond, de crédibilité, parce que ne dissuade que le type qui est crédible. Or, nous ne sommes plus crédibles. Je l'ai dit plusieurs fois, nous ne savons plus distinguer un homme d'une femme, donc nous ne sommes pas crédibles. Nous ne savons plus distinguer une victime d'un bourreau. Matisse, Châteauroux, Dieu est son âme. Dieu est son âme. Tout de suite après, BFM sort pour dire oui, il aurait insulté le jeune Afghan avec des paroles racistes. Ben voilà. Donc on ne sait plus distinguer le bourreau de la victime. Nous ne savons plus distinguer un homme de 40 ans d'un mineur. Hein, les MNA, beaucoup de MNA, je ne dirais pas la majorité, mais une grande partie sont des hommes aux cheveux blancs. Eh bien, nous déclarons qu'ils ont moins de 18 ans, malgré les tests osseux. Hein, nous ne sommes pas en l'an 1000, nous sommes en 2024, la science a progressé, il est très facile de savoir l'âge de quelqu'un. Voilà. Un migrant arrive, il dit qu'il est syrien alors qu'il est algérien ou tunisien. Nous ne savons pas déterminer son origine, alors que nous avons des tests génétiques. Il y a des tests génétiques qui te prouvent, si tu es saoudien, que tu as des origines juives il y a 3000 ans. Mais nous, on n'est pas capable de prendre un type qui se dit syrien, de vérifier qu'il est syrien. Le type, il se dit soudanais alors qu'il est érythréen. C'est assez facile de tracer ça. Hein. Nous sommes le pays de l'école des hautes études en sciences sociales, des langues orientales, les langues zo. Nous sommes un pays il y a une grande tradition d'islamologues et de spécialistes du monde arabe, Jacques Berck notamment et autres, mais on est incapable de tracer l'origine de quelqu'un par la langue qu'il parle, par un traducteur. Je m'excuse, l'arabe d'un Syrien n'est pas le même arabe qu'un de celui d'un Marocain. Eh bien nous, non. Nous, on en reste aux déclarations. Voilà. Comment voulez-vous qu'on soit crédible? Donc bien sûr, les voyous l'ont compris et ils se tirent des balles dans la tête, s'il vous plaît, parce qu'ils veulent s'entretuer. Eux, ils ne sont pas en train de dissuader, eux, ils sont en train d'agir. Bon, bah, écoutez, vous me direz qui a raison à la fin. Un de mes grands maîtres, David Galula, disait celui qui a un fusil, l'homme qui a un fusil a toujours raison. L'homme qui a un fusil a toujours le dernier mot. Eh bien, nous lâchons des ballons, nous allumons des cierges et des bougies, et eux, ils ont des fusils. Qui aura le dernier mot? Bon. Mystère. Brésil sous les eaux. Phénomène extraordinaire. Une province au sud du Brésil a reçu 1000 mm en une semaine. 1000 mm, c'est peut-être 2 fois de ce qui pleut à Montpellier ou à Marseille en une année, sur une semaine. Mais c'est juste une région. Parce qu'il y a un phénomène météo très spécial qui bloque les précipitations sur cette région-là. L'équivalent de 3 départements français, grosso modo, si je ne dis pas de bêtises, je pense. Voilà. L'eau a dépassé 2 étages. 2 étages. Donc à mon avis, c'est du 7-8 mètres. Les digues ont explosé, les barrages ont explosé. Lula aux abonnés absents. Les mauvaises langues disent qu'il est aux abonnés absents parce que cette ville et cet État ont largement voté Bolsonaro aux dernières élections et que la rancune l'empêcherait d'agir. Bon, j'espère qu'il est au-dessus de ça, quand même.
puisque M. Macron l'a embrassé lors de sa visite, puisque il paraît que c'est le sauveur de l'Amazonie, le sauveur le garant de la démocratie, l'homme du multilatéralisme, l'homme des droits de l'homme. Donc, voilà, je n'ose pas croire que des motivations aussi abjectes le motivent. Non, non, c'est certainement la presse d'extrême droite qui, euh, qui le jalouse et qui médit à son égard. Le gouverneur de l'État, centre-gauche, très progressiste, c'est un Justin Trudeau du Brésil, ou un Macron du Brésil, si vous voulez. Un Justin Trudeau ou un Macron en formation. Euh, fait pas grand-chose. Ça fait 10 jours qu'il est avisé par ses services que les barrages vont exploser, tout ça. Bon, pas grand-chose. Bon. Euh, Par contre, il défile sur alors là, les selfies, les TikTok, les vidéos avec le gilet le gilet orange de la défense civile, sur des jet skis flambant neufs, ça il sait faire. Il y a des gens qui sont chez eux depuis 10 jours, qui attendent d'être héliportés. Je vous dis, l'eau elle est à 8 mètres. Mais là, l'État, bon, les flics se démènent, les pompiers se démènent, mais pas assez. Il y a 1,5 million de personnes qui sont touchées. L'aéroport de la ville, qui est un aéroport international, est fermé, il est sous les eaux. Il y a une photo impressionnante d'un Boeing sous les eaux, enfin jusqu'au fuselage. Il faut voir, ça devait être moins de 3-4 mètres. Tout va bien, donc le gouverneur fait des selfies. On a découvert des jet skis flambant neufs enfermés dans un hangar, alors que les pompiers se plaignent du manque de jet ski. Voilà, les voitures ne circulent pas, bien évidemment. Mais bon. Le pillage a commencé, évidemment. À cause de Lula et de la gauche, les Brésiliens ont été désarmés. Enfin, les Brésiliens honnêtes, parce que les mafias n'ont jamais été désarmés. Voilà, on a désarmé les citoyens. On ne va pas désarmer les criminels, quand même. Quand même. Il faut bien établir l'égalité, quand même. Donc, les rares Brésiliens qui ont gardé des armes sous le matelas les ont sortis et ils sont très contents de pouvoir défendre leur famille. J'ai un copain sur place qui le soir est rejoint par plusieurs familles du quartier qui viennent dormir chez lui parce qu'il est le seul à avoir un 9 mm. Bon, tout va bien, la démocratie est florissante. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. D'ailleurs, l'Amazonie ne brûle pas. Hein. L'Amazonie ne brûle pas selon Le Monde. Voilà, donc tout va bien. Voilà. En fait, elle brûle. Elle brûle un peu moins. Mais elle brûle beaucoup. Hein. On est au-dessus des moyennes, des meilleures années du combat contre la déforestation. On est au-dessus. Hein. Elle brûle beaucoup encore. Et comme pour se rattraper, puisqu'elle brûle un peu moins, ce qui brûle maintenant, c'est la savane. Le cerrado, la savane. Elle brûle beaucoup. Dans 10 ans, elle aura disparu. Ça continue comme ça. On est sous Lula, hein. On n'est pas sous l'extrême droite, Bolsonaro, l'allié de Trump, de Orban. Non, on est dans le meilleur des mondes. Hein. Donc c'est certainement un complot russe. Hein. Peut-être les Russes qui brûlent le Cerrado pour. Bon. Et donc elle brûle et le Cerrado, c'est la base, c'est la source d'eau du Brésil. C'est le château d'eau du Brésil. L'Amazonie, c'est la source de la pluie. D'ailleurs, ces pluies qui touchent le sud du Brésil viennent de l'Amazonie. Ils ont parcouru 4000 km. 4000 ou 5000, je ne sais plus. Mais l'eau, les sources de l'eau, les sources des fleuves, c'est le Cerrado. En général, enfin, faut pas. Donc voilà, les Brésiliens sont en train d'exterminer leur château d'eau. C'est l'Occident qui pisse dans l'eau potable. Hein. Les Français, les élites françaises urinent dans le château d'eau. Hein, fin du roman national, fin de l'égalité, fin de la méritocratie, fin du droit à l'information. Pivot nous a quittés hier, donc c'est la fin du journalisme littéraire. Grosso modo, en tout cas à la télé. Là, vous en êtes. Enfin bon, pas la peine de noircir le tableau, vous êtes au courant. Fin de la démocratie. Vous voyez ce que je veux dire? La censure. Et les Brésiliens, ils détruisent leur environnement. Ils détruisent ce qu'ils avaient de mieux, parce qu'ils n'ont jamais été un grand pays démocratique, ni une grande civilisation, on va dire, technique. Nous, on l'a été en France. Hein. On a quand même inventé l'aviation, le cinéma. J'en oublie, l'automobile. On a eu Ariane, le Concorde, Ariane Espace, le Concorde, Airbus, le nucléaire. Pas mal quand même pour un peuple, voilà, qui n'est pas doté de pétrole ni de ressources naturelles. C'est quand même pas mal.
Les Brésiliens, ils sont gardiens du temple de la diversité, de la biodiversité, de l'eau. Ils sont les gardiens de l'eau dans le monde. Et ils sont en train de ruiner ça. C'est l'Occident qui se suicide. Voilà. Qui, euh, qui se prive de ses atouts. Ben, à force de se priver de ses atouts, d'autres auront les atouts qu'on a perdus. L'Indonésie, je sais pas moi, la Russie, je sais pas. Bon, à voir. Voilà. Et puis, ben, oui, je voulais vous parler d'identité. Je suis dans un petit patelin près de Montpellier. Euh, alors, on se sent en France. Euh, on se sent en France parce qu'il y a moins de plastique. On voit la pierre, les maisons sont en pierre, alors que dans les grandes villes, les métropoles, tout est en plastique. C'est incroyable. D'ailleurs, j'ai visité un château, il s'appelle le château Laurent, Laurens, c'est à Agde. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais prendre des notes pour pas oublier parce que j'ai une petite tête. Euh, Incroyable ce que j'ai vu au château Laurent, qui a été construit dans les années, alors j'ai déjà oublié, années 10, années 20. Je crois que c'est les années 1910, par un millionnaire, un héritier, qui s'appelait Emmanuel Laurent, qui a hérité d'une fortune d'environ 85 millions d'euros à l'âge de 20 ans, 21 ans. Il a fait le tour du monde, il a construit au retour à sa terre, hein, enraciné, il a acheté une presqu'île sur les bords du fleuve Hérault, il a construit un château inspiré de tous ses voyages. L'Indonésie, l'Inde, la Chine, le Japon, il a tout mélangé, ça a donné un mélange extraordinaire. Des fresques murales, le bois précieux, enfin, c'est voir ce que c'est. Il avait sa propre usine hydroélectrique en 1912. C'est le Elon Musk des années 1910. Hein. Euh, mais vraiment, c'est une merveille. Il l'a fait sans architecte, hein, tout seul. Il l'a construit en 3 ans. Maison de réception, où il vivait, enfin, un jardin magnifique, tropical, méditerranéen. Des adductions d'eau, surtout un bon goût, l'esthétique, et des matériaux réellement nobles, réellement français. Le cèdre, même le bois tropical, l'acacia importé, a été francisé par le travail de menuiserie, du cuir, la sérigraphie sur du cuir. Il a fait par amour, il a fait une salle de musique qui ressemble à une chapelle, avec une hauteur sous plafond de 10 mètres, plus 15 mètres, traité acoustiquement pour que sa bien-aimée puisse chanter, une chanteuse d'opéra. Vous vous rendez compte du travail? Des vitraux laïques, païens, mais des vitraux quand même inspirés de l'Église, parce que la chrétienté a fait la France. Et je compare ça, j'étais dans un centre de tertiaire, de bureau, allez, un coworking, tout récent, qui a coûté plusieurs millions d'euros, fabriqué en 2020 à peu près, entièrement en toc. Le faux plafond ignoble, vous savez, en liège blanc, vous pouvez vous toucher, il se soulève. Et dessous, il cache les câbles, vous voyez. Des bouches d'aération ignobles, toutes neuves, ignobles. Des murs en plastique couverts d'un papier peint synthétique vert, la moquette jaune, moutarde. Aucune vue sur l'extérieur, c'est entouré par une espèce de mouche à râbier en aluminium qui bouche la vue sur l'extérieur. Il n'y a pas de jardin, parce que ça, faut travailler pour entretenir un jardin. Or, la France est devenue un cimetière du travail. Il n'y a plus de travail. Il y a plus, il y a plus, il y a- Le travail manuel est surfacturé, donc vous ne trouvez pas, et puis quand vous trouvez, c'est surfacturé. Donc il n'y a plus de jardin, il y a des espèces de jardins fixes, c'est-à-dire faits de broussailles et de cactus. Le cactus a l'avantage de ne pas avoir de feuilles, donc ça ne tombe pas, on n'a pas besoin de les nettoyer. Et il y a des graviers, il y a des compositions de gravier, rouge, blanc, voilà. Du plastique partout, 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 partout. Alors on te dit on va sortir des énergies fossiles, mais je suis désolé, le plastique, c'est-à-dire du pétrole, est partout. Tu bois dans des gobelets en plastique, tu prends du café dans des gobelets en plastique. Bon, il ne faut pas être contre la modernité, mais on est tombé on était au Château Laurent et on est tombé à ça.
en 120 ans, 130 ans. Voilà. Donc tu es encore en France quand tu es dans des patelins où tu vois encore de la pierre apparente, où tu vois encore des constructions, des tuiles, où tu as encore des volets, des fenêtres avec des volets, où tu prends un café, tu ne parles pas à un automate ou à un écran, tu parles à un homme. Parfois, un homme ou une femme, parfois ils sont mal élevés, hein. Je veux dire, l'identité française, c'est pas la beauté et l'harmonie tout le temps. Les gens, il y a une épidémie de tristesse en France depuis des siècles. Hein, c'est pas Macron qui l'a créé. Soyons justes quand même. Il y a une épidémie de tristesse dans ce pays, une épidémie de gens qui font la gueule dans ce pays. Le restaurant est rempli à craquer, le restaurateur fait la gueule. Le restaurant est vide, le restaurateur fait la gueule. L'entrecôte coûte 24 euros en province. Le restaurateur, et toi tu l'achètes, tu payes. Le type fait la gueule, quand même. Mais je comprends pas, moi, comment. Je veux bien que je veux bien que le pays soit décadent et que soit mal gouverné, mais quand même, il y a quand même il faut quand même faire quelques efforts. Il faut être juste avec soi-même. Ce pays s'intoxique tout seul en se faisant la gueule. Voilà, nous avons un devoir de bonheur quand même. Un devoir, parce que c'est très facile de faire la gueule et de se désarmer. Parce que quand on fait la gueule, comme un enfant, on fait l'amour, on fait la gueule, ben on ne fait pas la guerre. Or, nous avons besoin de faire la guerre contre nous-mêmes, ce que les musulmans appellent le djihad. Je ne me rappelle plus en arabe comment on dit. Je ne sais pas si le djihad al-asghar, le petit djihad, le plus petit djihad, je ne me rappelle plus. Contre soi-même, parce que c'est facile très facile de se désarmer, de faire la gueule et de dire que tout le monde, ce sont tous des cons, tous des imbéciles, comprennent rien, tous des vendus, tous des collabos. Allez, je me replie sur moi-même. Bon, très facile. Et il y a le grand djihad, c'est-à-dire la guerre pour nous libérer de nos ennemis. Alors je ne dis pas qu'il faut prendre les armes, loin de là. Enfin, quand il faudra prendre les armes, vous n'aurez pas besoin de moi hein, pour vous le dire, vous les prendrez de vous-même, parce qu'à un moment donné, il y aura le choc du réel et le retour à la nature humaine. Et là, vous allez oublier les féministes, vous allez voir de vos yeux. Dans le Coran, il y a ça, il y a ces tournures comme ça. Vous allez voir de vos yeux. N'avez-vous pas vu les preuves que je vous ai envoyées, que Dieu s'exprime ainsi dans le Coran. Votre aveuglement est tel que vous ne voyez pas, mais vous allez voir, vous serez ébahis, voilà. Bah, vous serez ébahis, vous allez voir des hommes déconstruits prendre les armes et étrangler leurs voisins ou étrangler leurs ennemis. Vous allez voir ça. Hein. On ne peut pas déconstruire un homme. On peut jouer un rôle. Tout le monde joue un rôle, tout le monde se ment à soi-même. Les femmes se mentent à elles-mêmes, les hommes se mentent à eux-mêmes, les politiciens se mentent à eux-mêmes, certains immigrés se mentent à eux-mêmes en disant qu'ils sont français alors qu'ils sont restés algériens et marocains ou sénégalais. Il n'y a aucune honte à l'être. Aucune. Mais la honte à avoir, c'est de se mentir à soi-même. Tu n'es pas français, mon gars. Tu n'es pas français. Il y en a qui sont assimilés, immigrés assimilés, mais qui se mentent à soi-même. Qui te disent j'adore l'Algérie, j'adore le bled, j'adore le Maroc, tout ça, j'adore le Mali, la France a volé le Mali, a pillé la Côte d'Ivoire. Le type est assimilé, le type il met ses gosses à l'école catholique, il évite les quartiers immigrés, il s'appelle Grégoire, tu vois, il mange français, il investit en France, mais ça lui permet de se racheter par rapport à sa mauvaise conscience d'avoir trahi sa culture. Parce que pardon, je bégaye. Hein, je ne suis pas parfait, je ne suis pas sur le service public. Moi, je bégaye. Je devrais d'ailleurs avoir droit à un quota. Voilà, à cause de ça, ou grâce à ça, n'est-ce pas? Donc, au nom de l'inclusion. Hein, toute assimilation est une trahison. Effectivement, tu trahis ta mère. Quand tu es algérien ou marocain et tu t'assimiles à la France, tu as trahi ta mère, l'Algérie et le Maroc. Tu as une nouvelle mère. Bon, ok. La vie continue. Vous avez des gens qui s'assimilent, mais qui ne veulent pas payer le prix de l'assimilation. Ils s'assimilent parce que c'est bon pour leur vie matérielle, c'est bon pour la carrière, c'est bon pour les gosses, c'est très bien. Mais ils ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent pas dire, ok, je ne suis plus algérien marocain. Tu auras toujours de l'inconscient collectif de l'Algérie et du Maroc sur plusieurs générations. On ne s'assimile pas en une génération. Mais là, ils se mentent à eux-mêmes. Ils te disent non,
La France, je connais plusieurs, hein, ils te disent oui, la France fait ci, fait ça, alors que le type il vit à Neuilly, il travaille à la Défense, il gagne 10 000 € par mois et ses enfants s'appellent Grégoire et Marie. Je veux dire, il est assimilé. Ils te tiennent des discours anti-français. Tu te dis, mais c'est pas possible. Voilà, donc tu peux te mentir, mais le jour J, tu te mentiras plus et s'il faut prendre des armes, tu les prendras, tu n'auras pas besoin de moi. Voilà. Et si je dois prendre des armes, je n'aurai pas besoin de vous. Je crois qu'en 40, 41, 42, 43, je décris ici différents stades de ralliement à la résistance. Ceux qui ont pris les armes, ou même ceux qui ont collaboré, ceux qui ont rejoint la milice en 43, 44, ils n'ont pas eu besoin d'un influenceur, d'un prêtre pour les cérémonier le dimanche et leur dire quoi faire. C'est l'instinct. Et quoi qu'on en dise, les féministes et je ne veux pas citer, certaines députées EES de l'Assemblée nationale, quoi qu'elles en disent, nous ne sommes pas des constructions, nous ne sommes pas que des constructions culturelles, nous sommes des constructions animales. Nous sommes des animaux aussi. Et l'animal reviendra. Reviendra quand... parce que nous ne sommes pas des chihuahuas. Hein. Je m'excuse de faire de la transe, j'ose même pas dire le terme. Au diable, je m'en fous des algorithmes. Je m'en fiche des algorithmes. On ne fait pas de la transe, comment dirais-je, de la transe. On ne fait pas de la critique du phénomène trans, la trans-identité. Parce qu'il y en a qui se prennent peut-être pour des chihuahuas, ou pour des poodles, ou pour des, je sais pas quoi, des bergers allemands. Nous, l'espèce humaine n'a pas été, nous ne sommes pas des chiens. Je m'excuse de rappeler quelques vérités. Nous ne sommes pas des chiens. Nous n'avons pas été manipulés génétiquement pour faire de nous une race docile ou une race agressive comme des pitbulls. Nous ne sommes pas des chihuahuas. Nous sommes des homo sapiens. Donc on va réagir comme des homo sapiens. Tu peux domestiquer un loup ou un lion avec beaucoup d'efforts et quelques précautions. Si tu le fais, je t'invite à la précaution. Mais si tu le nourris pas pendant 2 jours, il va te bouffer. Et si toi tu meurs, tu décèdes et lui il s'échappe, il est réintroduit dans la nature, il va redevenir un loup ou un lion. Peut-être maladroit, peut-être moins fort que d'autres prédateurs qui auront vécu tout le temps leur destin dès le premier jour. Mais t'inquiète pas, il n'aura pas besoin de tutoriels sur YouTube pour réapprendre à être un prédateur. Ben, nous sommes pareils. Donc moi, je ne suis pas très inquiet sur la déconstruction. Tout ça, c'est des problèmes de riches. Des problèmes de riches décadents. Tu peux être riche et magnifique. Hein. Emmanuel Laurent est un riche magnifique. Hein. Agde de Château-Laurent. Magnifique. D'ailleurs, si vous voulez faire des dons, si nous atteignons le chiffre astronomique de 85 millions d'euros, je vous promets que je fais un château comme ça. Je vous le promets. Je vous promets. En plus, ce sera défiscalisé parce que ce sera une œuvre d'art, donc c'est magnifique. Je vous promets. Voilà. Bon, je mettrai le Wi-Fi partout parce que je suis quand même l'homme de mon époque. Et j'ose dire qu'il y aura un écran plat avec un abonnement Netflix. Bon. J'ai perdu le fil. Donc, riches et décadents. Riches et décadents, donc ils font tout pour disparaître. Vous voyez bien qu'on est dans la liquidation judiciaire. Toutes les modes, toutes les idéologies d'aujourd'hui, c'est pour liquider l'être humain. Hein, parce que vous avez remarqué qu'aucune mode, rien de ce qui est promu comme étant l'attitude sociale la plus vertueuse, celle qui t'ouvre les portes des entreprises du CAC 40 ou des émissions de Léa Salamé ou de C'est à vous, ou de France Inter, rien qui ne plaise aux dirigeants de France Inter n'est là pour augmenter la puissance, ni de l'homme ou de la femme. Quelqu'un m'a dit que nous sommes malades de la féminisation de la société. Il a dit aujourd'hui. Je lui dis non. Hommes et femmes sont attaqués. Nous ne sommes ni masculins ni féminins. Les femmes sont torpillées. Torpillées. On en parlera une autre fois si vous voulez bien. Torpillées, mais elles subissent une attaque, un Pearl Harbor aussi pervers que le nôtre, que celui que subissent les hommes. Voilà, donc décadent. La déconstruction de l'homme est un hobby, est un sport d'hommes riches et décadents. Mais quand on ne sera plus riche, on ne sera plus que décadent, eh bien on réveillera
les vestiges de l'homme, de l'animal qui est en nous, et vous verrez que la décadence sera renversée. Voilà. Comme disent mes amis colombiens, il y a deux manières de faire les choses, por las buenas ou por las malas. Cela fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que nous appelons à les faire por las buenas. On nous a traités de fascistes, d'extrême droite. On nous a ostracisés. Bon, elles seront faites por las malas. Donc voilà, nous aurons à lutter contre notre propre Pablo Escobar interne, nos propres cartels. Nous avons des cartels, nous aussi, je vous rappelle, la Mokro Mafia, les cartels belges, hollandais. Mais en France, il n'y a pas de cartel. Nous avons des gens qui se canardent à la Kalachnikov à Sevran, à Marseille, à Dijon, mais nous n'avons pas de cartel. Non, nous, on n'a rien. Nous avons des points de deal qui sont le fruit des inégalités sociales et des HLM qui ne sont pas assez modernes, parce qu'il manque des médiathèques, et parce qu'il manque des ronds-points. Donc nous faisons des médiathèques et des ronds-points pour endiguer le trafic de drogue. Mais nous n'avons pas de cartel. Nos institutions ne sont pas touchées par la corruption ni l'intimidation. Il n'y a que les juges hollandais et belges qui sont intimidés par les trafiquants de cocaïne. Il n'y a que chez eux. Pas chez nous. Pas chez nous. Ça s'appelle l'exception française. Bien sûr, vous vous rendez compte. Évidemment, nous sommes spéciaux, nous sommes universalistes. Nous sommes au-dessus du lot. Au-dessus du lot, vous vous rendez compte, c'est la France. S'il vous plaît, monsieur, madame. Allez, merci. Donc nous sommes le mercredi 8 mai, je vais mettre cette vidéo en ligne le mercredi 8 mai ou bien le jeudi 9 selon l'état de la connexion 3G, 4G dans cette région. Heureusement qu'il y a Elon Musk pour nous mettre Starlink, parce que je vois que je suis un homme du métier. Je vois qu'au bout de 20 ans ou 30 ans, 20 ans de déploiement des téléphonies mobiles, il y a encore des zones où... bon, vous me direz, il y a 750 zones de non-droit. Pourquoi nous n'aurions pas quelques milliers de zones blanches, de zones sans téléphonie mobile? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, allez. À bientôt. Amusez-vous bien. Que Dieu vous garde. Et bien sûr, partagez cette vidéo parce que, soyez-en certains, l'algorithme ne va pas faire d'efforts pour la partager. Ça, c'est certain. Vous voyez, nous avons des certitudes. On dit que l'époque est confuse. Non, l'époque n'est pas confuse. Si tu suis une certaine ligne, tu seras diffusé. Si tu ne suis pas cette ligne, tu ne seras pas diffusé. C'est cartésien, à la limite. Allez, ciao. À bientôt.